Ce podcast parle de sexualité et de BDSM. Il n'est pas adapté aux enfants ou aux personnes sensibles. Écoutez-le à vos risques et périls. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial de Kinkez-vous bien, le podcast qui vous montre qu'il y a autant de façons de vivre le kink et le BDSM que de personnes qui le pratiquent. Aujourd'hui, épisode spécial, épisode Kinkidex, troisième du nom. Le Kinkidex, qu'est-ce que c'est ? C'est un kinktionnaire, un lexique du kink, en gros une version plus avancée des définitions que je vous laisse en description de chaque épisode, et où on va pouvoir aller davantage dans le détail qu'en quelques lignes. Aujourd'hui, dans ce Kinkidex, on va voir plein de choses. On va d'abord définir les termes top et bottom, avant de faire une courte plongée dans les cordes pour parler de rigueur et bunny. Après ça, on fera une grosse partie pour comprendre ce que c'est que les DDLG, Little, Big Daddy, Mommy, Caretaker, Caregiver, etc. Puis, histoire de compléter ce chapitre, on parlera d'ageplay. Et enfin, en dernière partie, on parlera des notions de safe et risk aware qu'on évoque de plus en plus dans ce podcast. Bref, tout un programme pour ce Kinkidex. Le vocabulaire kinky est une véritable tannée, car un même mot peut avoir plusieurs dizaines de définitions différentes et inversement, sans parler de l'infinité de variantes et nuances dépendant de chacun. Comme je vous le dis à chaque fois, je ne me présente pas en expert du kink ou de la sexualité, et ces épisodes ne sont pas des cours magistraux. Mon but ici est seulement de faire en sorte que les auditeurs de KVB puissent s'appuyer sur des bases relativement communes pour comprendre tout ce qui est dit dans les épisodes, et ce qu'ils soient novices, experts ou simplement curieux. Kinkez-vous intelligemment, multipliez vos sources d'informations et ne basez pas toutes vos connaissances sur ce podcast. Aujourd'hui donc, retour en classe à bord du Bang-Bus magique, mais avant ça, interro surprise. Problème de maths. Si Gisèle décide d'attacher son ami Marco en utilisant une corde synthétique de 8 mm de diamètre, un coefficient de serrage de 0,4 et une vitesse de 0,7 nœuds par minute, Gisèle arrivera-t-elle à réaliser un harnais complet et à le retirer avant que Marco n'ait envie de pisser ? La réponse n'est évidemment dans aucun des épisodes précédents, mais écoutez-les quand même si ce n'est pas déjà fait, puisque pour éviter des épisodes de 8 heures, je pars du principe que tout ce qui a été évoqué dans un précédent Kinkidex est maintenant chose connue. Allez hop, c'est parti ! Top et bottom. Top et bottom sont des termes qu'on entendra assez souvent en BDSM, mais qui ne viennent pas de là à l'origine. Très simple à comprendre, se traduisant respectivement par dessus et dessous, ils désignent mutuellement les personnes qui exercent ou offrent le contrôle lors d'une pratique quelle qu'elle soit, que ce soit juste pendant une séance ou de manière générale, mais attention, hors de toute véritable dynamique de domination-soumission. Le top au-dessus exerce le contrôle, le bottom en dessous offre le contrôle. Mais en aucun cas, le top n'est le dominant du bottom et le bottom n'est pas le soumis du top. Oui, c'est juste une nuance, mais elle est importante puisque ces termes top et bottom vont justement pouvoir représenter un spectre beaucoup plus large de personnes kinky. Le terme proviendrait originellement des communautés homosexuelles pour éviter la question genrée du « qui fait la fille, qui fait le garçon ». Ouais, désolé si je viens de réveiller les traumas de coming out de toute une communauté. Si, pour cette question-là, en français, on a plutôt préféré traduire par actif et passif, justement pour éviter un quelconque rapport à la domination, autant dire que ceux dont les kinks se rapprochent du BDSM ont préféré garder ce côté dessus-dessous pour signifier cette apparence de domination sans pour autant qu'il y ait de réelle domination, et la chose s'est ensuite répandue hors des communautés homosexuelles. Les termes top et bottom peuvent se décliner presque à l'infini en y ajoutant d'autres termes. Rope bottom, service top, laser bottom, etc. Ce qui est important à retenir, c'est donc surtout la neutralité en matière de domination-soumission. Un top n'est pas un dominant, il exerce juste des pratiques en prenant la place dominante, active, ou la place de donneur, et un bottom n'est donc pas un soumis, il exerce seulement des pratiques en prenant la place qu'on donnerait à un soumis, la place de receveur, passif. Lorsqu'on étudie sa propre pratique du kink, il est donc bien important de se demander si on n'est pas davantage top ou bottom que dominant ou soumis. Car de nombreuses personnes à qui on va reprocher d'être un faux dom ou un faux sub, vous savez à quel point j'adore ces termes, sont en fait des top et bottom qui s'ignorent, ou se sentent diminués par ce terme et craignent qu'il leur retirera une forme de légitimité et n'osent donc pas l'utiliser. Ce qui est tout l'inverse de ce qu'il faut faire en fait. Bon, vous savez à quel point les termes faux BDSM, faux dom, faux soumis, etc. c'est pas quelque chose que j'apprécie. Mais si je fais ce Kinkidex, c'est aussi pour que les personnes puissent apprendre les bons termes. Comme je le disais dans le premier Kinkidex en parlant de Brat et de Switch, faire un peu d'introspection sur sa pratique pour se décrire avec les bons termes aide non seulement à trouver des partenaires avec qui on serait compatible, mais surtout aide à se comprendre soi-même. Ce n'est que en étant honnête avec soi-même et sa pratique que l'on peut en parler avec légitimité, mais aussi qu'on peut la vivre pleinement. Alors il est vraiment bon de se questionner un peu là-dessus. Rigueur.
Rigueur avec 2G et sans U, c'est un terme que vous entendrez très vite dès lors que vous vous intéresserez au monde du bondage et surtout des cordes. En effet, le terme rigueur désigne tout simplement l'attacheur dans la pratique des cordes. Il peut aussi parfois préférer se faire appeler rope top. Et là vous comprenez l'ordre des chapitres dans ce Kinkidex. On rappelle que la pratique du bondage et donc la pratique des cordes est à décorréler du reste des initiales de BDSM. Et s'il n'y a donc pas forcément de domination, soumission ou de sadomasochisme, un rigueur par définition n'est donc pas forcément un sadique ou un dominant. Et la pratique des cordes pouvant aussi être décorrélée de toute sexualité, rigueur ne veut pas non plus dire gros baiser. Ça veut seulement dire que c'est une personne qui aime et sait attacher. Et enfin, à propos de savoir attacher, petit rappel de sécurité, n'est pas simplement cordeur qui veut. La pratique des cordes est une chose risquée, j'ai énoncé les risques dans le premier Kinkidex, un rigueur ne doit donc pas manquer de rigueur. Il est vital de recevoir des formations appropriées pour réduire les risques, plusieurs formations, de préférence avec plusieurs formateurs. Mais donc, à l'autre bout des cordes, il y a les bunnies. Rope bunny. Alors, évidemment, le mot bunny peut désigner quelqu'un qui aime jouer au lapin, mais en majorité, il sera plutôt utilisé pour désigner ce qu'on appelle en termes complets les rope bunny, et ce sont donc tout simplement les personnes qui aiment se faire attacher. Également appelés rope bottom ou modèle de corde, ce sont donc les partenaires des rigueurs. Les trois termes sont relativement interchangeables en fonction d'à qui on demande, mais le plus gros consensus semblerait être que le terme rope bottom, par sa neutralité, désignera plutôt les personnes pour qui la pratique des cordes est assez secondaire. Le terme modèle sera plutôt employé pour quelqu'un ayant surtout un attrait pour le caractère artistique ou visuel des cordes. Ce sera aussi le terme à privilégier pour désigner l'attaché dans une démonstration. En gros, une personne avec qui, au moins à ce moment-là, on va vouloir se détacher de la notion de jeu dans les cordes. Et enfin, le bunny, ce sera l'inverse. On utilisera ce terme pour des personnes avec qui il y a une notion de jeu dans les cordes, ou des personnes pour qui le fait d'être attaché est l'un des principaux plaisirs. Encore une fois, il y a autant de personnes disant que ces termes sont interchangeables à volonté que des personnes s'arrêtant sur cette différenciation, et nombreux seront ceux qui auront même d'autres définitions. Le véritable choix du terme appartient donc à celui qu'il désigne en fonction de ses préférences. La pratique des cordes, surtout en tant que receveur et donc en tant que bunny, bottom ou modèle, peut être pratiquée dans de nombreux buts différents autres que le plaisir de la chair ou le plaisir artistique. Certains y verront une discipline presque sportive, un jeu d'habilité, et on voit de plus en plus de personnes pratiquer les cordes à but méditatif, abandonner sa mobilité pour réussir à lâcher prise et libérer son esprit. Comme je le dis de plus en plus régulièrement, dans les cordes, ce qui compte, c'est l'intention. La pratique des cordes dispose de son propre état second de conscience, nommé rope space. Il est justement très souvent comparé aux états méditatifs profonds. C'est donc assez étrange vu les habitudes et le titre de cette émission, mais je vous invite donc clairement à détacher la pratique des cordes de toute idée de perversion. Certes, cela peut être sexualisé, mais tout autant qu'un manche à balai ou une tarte aux pommes. C'est pas parce que c'est sexualisable que c'est sexué. Et oui, je suis très content de vous avoir rappelé American Pie avec cette putain de tarte aux pommes. Enfin, petit rappel de sécurité, même en tant qu'attaché, il faut aussi être professionnellement initié et formé, car l'attaché doit savoir reconnaître quand il y a un problème pour avertir l'attacheur. Malheureusement, trop nombreux sont les accidents mineurs ou graves qui passent inaperçus et sans venime parce que la personne attachée n'a pas alerté le rigueur en se disant à tort que telle sensation ou douleur était normale. On le rappelle donc, faites-vous initier, faites-vous former. DDLG, Big, Little, Caretaker, Daddy, Caregiver, Mommy. Tout ça est un gros morceau avec plein de mots qui veulent dire la même chose et c'est donc pour ça que je dois tout réunir en un seul même gros chapitre. Little, little boy ou little girl d'un côté, big, caretaker, caregiver, daddy ou mommy de l'autre. Contrairement aux idées reçues, quand on utilise ces termes, on ne parle pas forcément d'age play, de simulation d'âge ou de différence d'âge. Et on ne va pas non plus parler de soumission ou domination, car même si énormément de personnes vont mélanger toutes ces pratiques en même temps, ces termes en eux-mêmes ne parlent pas de simulation d'âge ou d'échange de pouvoir, mais avant tout d'échange de responsabilité. Ces relations se désignent par l'opposition des noms des rôles choisis par les partenaires, et comportent donc une immensité de variantes de noms sur lesquelles on reviendra plus tard. Mais en attendant, on va désigner ça par le nom non genré le plus court et le plus simple, qui résume ça de la manière la plus générale, relation big-little, bien que ce nom soit l'un des moins utilisés, mais il faut bien que je choisisse, alors merde. Dans cette relation, la personne little, que l'on va donc pouvoir genrer en little boy ou little girl, ne va donc pas forcément laisser à l'autre le contrôle de la séance ou de ses actions, mais abandonner à l'autre tout ce qui est affaire de responsabilité, adoptant donc une attitude régressive, insouciante, irréfléchie. Mais même si ce comportement régressif donne très vite l'apparence d'être enfantin, il n'y a encore une fois pas forcément de jeu de simulation d'âge ou de différence d'âge. Et l'age play est certes
très régulier dans cette pratique, mais il n'est qu'une option. Là où ça devient casse-couille, ou plutôt là où certaines personnes vont devenir casse-couilles en commentaire, c'est que beaucoup de personnes pratiquant l'Ageplay et se faisant donc appeler Little n'ont pas forcément conscience de cette notion d'échange de responsabilité et vont donc gueuler en entendant ce Kinky Dex en disant que non, les Little c'est juste un truc d'Ageplay. Mais le fait est que, qu'on en ait conscience ou non, en pratiquant la régression d'âge, on adopte systématiquement cette forme d'irresponsabilité sous cette forme d'insouciance, alors que, à l'inverse, ce n'est pas parce que quelqu'un adopte cette dynamique de responsabilité qu'on fait forcément de l'Ageplay. Ce qui signifie donc que c'est bien cet échange de responsabilité qui est la seule constante du terme, et que c'est donc bien ça qui le définit. Aussi, la raison pour laquelle le mot little s'adonne à des versions genrées n'est pas forcément simplement pour faire joli. Enfin, dans la majorité, si, mais c'est pas de ça que je parle. Car en plus de facilement pouvoir se mélanger à la domination ou à l'ageplay, jouer les little peut aussi très facilement se mélanger à des jeux de genre, que ce soit par le travestissement, ou au contraire par l'accentuation du genre de la personne, en profitant de cette absence de responsabilité pour jouer sur certains clichés. Bref, si quelqu'un se présente à vous sous le terme little, je vous invite à demander des détails supplémentaires, car ça peut vouloir tout et rien dire. Mais pour revenir à notre chapitre, là où les dénominations se multiplient, c'est avec le partenaire du little. Big, caregiver, caretaker, daddy, mommy, j'en passe et des meilleurs, le nom de Big se décline à l'infini en fonction des kinks et des goûts culturels. Par exemple, un petit peu d'exotisme, j'ai déjà entendu une version japonaise usant du mot senpai. Oui, une relation senpai-little, comme ça, au beau milieu de Montpellier, c'était rigolo. Si le mot big vient tout simplement s'opposer au mot little, les termes caregiver et caretaker permettent de bien mieux comprendre la position de la personne dans ce type de relation. On prend soin de l'autre en prenant ses responsabilités, comme si l'autre n'était pas apte à les assumer. Et c'est là qu'arrivent les noms en lien avec les rapports familiaux, parce que oui, on reconnaît bien là une dynamique proche d'une dynamique parentale ou d'une dynamique fraternelle aîné-cadet. Le grand Big aide le petit Little qui ne connaît pas les conséquences de ses actes, agit de manière irréfléchie et ne peut pas assumer ses responsabilités. Le petit Little se laisse porter par le grand Big pour gérer les trucs de grand pendant qu'il profite de son petit monde. Il est important de souligner que ces termes familiaux sont employés ainsi uniquement pour signaler cette ressemblance de rapport relationnel. Absolument pas pour simuler des relations incestueuses. Croire ça est une méconception très commune qui fait d'ailleurs fuir beaucoup de monde. Mais rassurez-vous, on n'est absolument pas dans ce genre de jeu-là. Enfin, ces jeux-là, ils existent aussi, forcément, mais pas forcément sous ces termes. Les appellations Little et Big proviennent littéralement de Little et Big Siblings, donc frères et sœurs, à qui on a retiré le mot fraternel pour ne plus l'entendre et surtout s'en séparer bien définitivement. Les termes daddy et mommy sont eux aussi à voir comme dépourvus de simulation de liens familiaux. La chose est encore difficile à entendre pour les francophones, mais il faut bien comprendre qu'en anglais, des termes comme sugar daddy sont employés depuis les années 1920, des expressions comme who's your daddy, qui est en rapport avec un jeu de pouvoir absolument pas familial, date carrément de 1850, et enfin le mot daddy a fait référence aux souteneurs des prostituées depuis fucking 1680. Les anglophones ont donc beaucoup plus d'entraînement et de facilité à décorréler ces mots de leur utilisation familiale première. Or, comme je vous l'ai évoqué dans un précédent épisode, la majorité du vocabulaire kinky se construisant sur des forums internet internationaux en anglais, normal que ces termes se retrouvent aussi chez nous. Il faut donc accepter que daddy ou mommy, ça veut pas forcément dire papa-maman. Comme je le disais au début de ce chapitre, ces relations d'échange de responsabilités se désignent par l'opposition des noms des rôles choisis par les partenaires pour se décrire. Seulement, ces noms pouvant vite devenir à rallonge, c'est là qu'interviennent les acronymes. DDLG, qui est devenu le terme le plus populaire pour désigner ce genre de relation, signifie Daddy Little Girl. Enfin, pour certains, il signifie même Daddy Dom Little Girl. C'est vous dire le bordel. À l'opposé complète, on trouvera donc MMLB, Mommy Little Boy, ou MDLB, Mommy Dom Little Boy. Mais c'est là que vient le problème pour lequel je n'ai pas tout de suite parlé de DDLG, mais bien de Big Little. C'est qu'évidemment ce terme est déjà doublement genré, mais qu'en plus il utilise un terme spécifique qui ne plaira pas à tous ceux qu'il pourrait décrire. Par exemple, même parmi le genre masculin, beaucoup n'aimeront pas se faire appeler daddy et préféreront caregiver, big, caretaker ou encore autre chose, sans parler du fait que, comme je l'ai dit, pour beaucoup, le deuxième D vient pour dominant, or, encore une fois, la domination n'est qu'une option dans ce genre de relation. On va donc avoir des caregiver little boy, des mommy little girl, des big bro little bro, des senpai pequeño, bref, tout ce que vous voulez.
Tout ça pour vous dire que ces termes sont donc assez flous et surtout désignent un spectre très large de pratiques. Si une personne désigne sa pratique du kink par l'un de ces termes, je vous invite donc à lui demander pas mal de précisions, car il y a beaucoup de chances que ce que cette personne entend par ces termes n'a rien à voir avec ce que vous en entendez. À noter, cette pratique dispose également de son état seconde conscience, nommé Little Space, et les personnes qui ont pu y plonger le décrivent généralement comme ressemblant très fortement à un état d'ébriété. Oui, le Little Space ce serait apparemment comme être bourré mais sans alcool. Pour en apprendre davantage sur cette pratique, et notamment cette notion d'échange de responsabilité, je vous conseille le podcast La Pointe du Cul, dont l'épisode 6, nommé Choke Me Daddy, traite directement du sujet avec beaucoup de brio et recueille les témoignages de plusieurs adeptes de cette pratique, très souvent mal comprise. Age Play. L'age play, le jeu d'âge, est une pratique qu'on va placer dans les jeux de rôle, le roleplay, et qui consiste à jouer sur son âge ou l'âge de son partenaire en le modifiant ou l'accentuant, ou bien en jouant sur la différence d'âge qui sépare les partenaires. Et ben voilà, c'est globalement tout ce qui définit l'age play. Pourquoi je sépare l'age play des relations Big Little ou DDLG ? Parce que, comme on l'a dit en parlant, ces relations peuvent être menées sans age play, sans simulation d'âge ou sans différence d'âge, et sans même un appui sur l'âge d'une quelconque manière. Mais aussi parce que l'age play, par sa nature de jeu de rôle personnel, n'a pas forcément à être impliqué dans une relation pour exister. Les personnes le pratiquant ne le faisant ni pour, ni forcément en présence ou même existence d'un partenaire, et même si la majorité des pratiquants de l'un ou de l'autre pratiquent les deux, si dans un sens comme dans l'autre, les relations Big Little et l'age play peuvent exister l'un sans l'autre, c'est donc bien qu'ils sont à décorréler. Mais revenons à l'age play. Très souvent décrié à tort comme porte ouverte à la pédophilie ou un palliatif à la pédocriminalité, il faut bien comprendre que cet horrible cliché est bien loin de la vérité. Déjà, même si la majorité de l'age play consiste effectivement à de la régression d'âge, il existe aussi l'inverse par de la progression d'âge. Ensuite, il ne faut pas confondre adopter des comportements enfantins et imiter un enfant. Mais enfin, si vous avez besoin d'un argument comparatif un peu con, de la même manière que si vous avez envie d'un voyage en Égypte et que je vous propose à la place seulement un photomontage de vous devant un modèle 3D mal fait de pyramide, pensez-vous vraiment qu'un pédocriminel trouvera le moindre plaisir devant un adulte qui fait semblant ? Rassurez-vous, c'est normal de ne pas avoir envie de se poser la question, mais la réponse est bel et bien non. L'age play est un jeu de rôle. Un jeu de rôle qui permet d'adopter des comportements qui vont être agréables à avoir ou bien avoir. Et si vous ne comprenez pas bien le plaisir de cette pratique, dites-vous qu'en vérité, même la plus vanille et même la plus asexualisée des personnes aura pratiqué un peu l'age play et connu ses plaisirs une fois dans sa vie. Si, je vous jure. Que ce soit le plaisir régressif de se laisser aller à manger un plat d'enfance comme des céréales en pyjama devant la télé, ou le plaisir progressif de se lancer fièrement dans quelque chose en se disant « maintenant on est un adulte, maintenant on a passé une nouvelle étape » ou que sais-je encore. C'est extrêmement simpliste à dire, mais en fait, ce plaisir-là, c'est ça la base de l'age play. Et ceux qui le pratiquent ouvertement sont simplement des personnes qui font en sorte de le pousser un peu plus loin. Ce sont des plaisirs simples qui s'expliquent de plein de manières différentes, comme l'envie de retour à ce que l'on connaît déjà pour la régression, ou le renforcement positif par autoconviction pour la progression. Mais comme je le disais déjà en parlant des relations Big Little, et comme c'est le cas dans beaucoup de jeux de rôle si ce n'est pas la totalité, que l'on en ait conscience ou non, on retrouvera systématiquement dans l'age play une question d'évasion ou d'acquisition de responsabilité. En régressant, on peut se permettre d'abandonner ou d'oublier ses responsabilités, ne serait-ce que les conventions sociales d'adultes, en retournant donc vers un temps où il n'y avait pas ces responsabilités. En progressant, on va faire en sorte de simuler l'acquisition de responsabilités qui nous feront nous sentir plus importants. Le plaisir de l'age play, comme pour toute pratique, est bien évidemment propre à chacun, mais globalement on y retrouvera deux choses qui pourront soit se cumuler, soit s'alterner selon les personnes ou les moments. Tout d'abord, ces comportements régressifs ou progressifs vont pouvoir permettre d'autres formes de plaisir. On peut y voir une forme de fétichisme, certes, mais la chose est au final bien plus primaire que ça, et surtout, si le fétichisme induit un plaisir sexuel, ici, comme je vous l'ai expliqué, on y retrouvera beaucoup de plaisirs dont la base n'est pas sexuelle du tout. Bien au contraire. Cette cumulation de plaisirs différents pourra donc selon les individus permettre un plaisir plus intense, ou voire même simplement permettre de ressentir du plaisir tout court. Ensuite, il y a également l'effet jeu de rôle. Qu'il soit conscientisé ou non, cette entrée dans un rôle différent de soi peut donc permettre de désinhiber les pulsions et donc de libérer de nouveaux niveaux de plaisir, ou bien l'apparition de nouvelles formes de plaisir, de même que, encore une fois, permettre de s'autoriser à avoir du plaisir tout court. Beaucoup de personnes pratiquant l'age play vont diviser leur pratique en deux. Conscient et inconscient. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais non seulement on quitterait le kink pour parler vraiment de psychologie, mais surtout, tout ce qu'il y a vraiment à dire là-dessus est que,
c'est loin de n'être que sexuel, c'est même plutôt majoritairement l'inverse, et que la chose est propre à chacun. Enfin, en ce qui concerne les noms de ceux qui pratiquent l'edge play, si les personnes pratiquant la régression se font majoritairement appeler little, le terme peut être divisé de manière un peu plus précise. Baby ou adult baby qu'on pourra réduire par les initiales AB pour les personnes jouant un rôle régressif simulant un âge de bébé, donc de 0 à 2 ans, little pour un rôle simulant un âge d'enfant, donc de 3 à 10 ans, et enfin middle pour un rôle simulant l'âge d'un adolescent, donc entre 11 et 17 ans. Après évidemment, ce sont là des fourchettes précises pour des choses qui ne le sont pas du tout, donc on comprend que ces termes ne vont pas aller à tout le monde. Maintenant, de l'autre côté, il ne semble pas y avoir vraiment de nom commun pour désigner les personnes pratiquant la progression d'âge. Le réflexe des gens face à cette question sera de répondre daddy ou mommy, mais cela ne peut valoir que dans une relation big-little, puisqu'il ne peut y avoir de daddy ou mommy ou caretaker que par rapport au fait qu'il y a quelqu'un dont il faut s'occuper. Le terme ne convient donc pas à une pratique personnelle de l'age play. D'autant qu'il existe également des personnes simulant des relations avec des personnes âgées dépendantes, et où donc le rôle de big ira à celui s'identifiant comme le plus jeune. Bref, ça va pas du tout. J'ai pu lire le nom de senior qui avait l'air assez sympa, d'autant que désignant simplement une génération supérieure, mais non seulement je n'ai trouvé que très peu d'exemples, mais en plus on peut retrouver une confusion avec le même cas que j'exprimais juste avant. Du coup, le choix est assez suggestif, mais le terme qui m'a semblé le plus approprié pour parler de progression d'âge est celui de tall, grand, s'opposant parfaitement au little, mais se différenciant de big, permettant ainsi une bonne compréhension de la nuance. Mais après, de toute façon, et on terminera là-dessus, il faut comprendre que les personnes ayant ces pratiques sont de toute façon libres de se désigner comme ils l'entendent, et donc toute cette nomenclature, même si elle peut être utile pour communiquer, n'a au final que peu d'importance. Safe et risk-aware. Quand on parle de kink, et encore plus quand on parle de BDSM, il est impossible de ne pas mentionner la question des risques. Que ce soit dans le monde kinky ou ailleurs, le risque zéro n'existe pas, et l'élévation des niveaux de risque est quelque chose qui reste subjectif. Mais il existe une notion, elle, assez objective qui permet de diviser en deux groupes les activités et pratiques selon leurs risques. Safe et risk-aware. Se traduisant respectivement par sûr et conscient des risques, cette notion, de plus en plus utilisée pour discuter de kink et de BDSM, mais pas que, permet donc de séparer les pratiques dites safe, à savoir les pratiques ne comprenant pas de risque intrinsèque, et les pratiques dites risk-aware, les pratiques qui comportent des risques par leur simple pratique, et où il faut donc être pleinement conscient des risques avant d'y consentir. Car en effet, la notion de risque touche au consentement et ne concerne donc pas que vous, mais l'ensemble des partenaires et personnes potentiellement impliquées. On l'a déjà dit, le risque zéro n'existe pas. Les pratiques dites safe ne sont donc pas légion, mais elles existent. Car oui, on ne parle pas d'être en parfaite et absolue sécurité, mais simplement que la pratique ou activité en question n'apporte pas en elle-même un risque pour les personnes. Un exemple très simple, les pratiques relevant du roleplay, du jeu de rôle, comme par exemple l'edge play ou le pet play, n'apportent la plupart du temps aucun risque direct en elles-mêmes. Il s'agit donc de pratiques que l'on pourra considérer comme safe. À l'inverse, la pratique pourtant 100% vanille de la sexualité pénétrative n'est pas safe mais simplement risk-aware. Même si on parle vraiment juste d'une bonne vieille missionnaire maritale du lundi soir. IST, procréation non désirée, ce sont des risques intrinsèques à la pratique de toute sexualité pénétrative, et donc on ne peut parler que de risk aware. Ouais, Jean-Claude le déglingo qui joue les poneys fringants dans sa chambre à coucher mais qui baisse pas, prend moins de risques que Micheline la pure qui, elle, n'a ouvert les cuisses qu'une seule fois dans sa vie lors de sa nuit de noces pour la procréation de son premier-né. Ça surprend, C'est justement pour ce genre de surprise que l'on parle très souvent de la notion de safe et risk aware, car beaucoup de pratiques ont des risques méconnus, et la notion de risk aware permet donc d'alerter sur ces risques en disant « Attention, même si ça a l'air simple et safe, ça ne l'est pas ». Il est important de se renseigner sur les risques et de se former à les contrer, mais aussi il est vital de s'assurer que les personnes avec qui je fais ça ont bien conscience de ces risques également. Car on ne le rappellera jamais assez, il n'existe pas de consentement sans pleine conscience et donc pleine conscience des risques encourus. Attention cependant, la mention de risk aware n'est pas une dissuasion, seulement une alerte à la précaution. L'être humain prend des risques tous les jours en se levant le matin ou en traversant la rue, ça vous empêche pas de le faire pour autant. Seulement en vous levant, vous évitez de le faire à la tête la première et vous regardez avant de traverser. Bah là c'est pareil. Je viens de vous dire que baiser était risk aware. Je vous dis pas d'arrêter de le faire. Je vous dis seulement de vous renseigner sur la contraception et les protections contre les IST. La mention de risk aware est donc également un signe qu'une initiation ou une formation peut être nécessaire.
Comme la pratique des cordes par exemple, dont je n'arrête pas de vous répéter les risques car justement, beaucoup de personnes mal renseignées pensent à tort que la chose est safe. Mais alors, autant pour les cordes, on peut facilement trouver des cordes simplement en faisant une recherche Google, mais pour la majorité des autres pratiques, trouver une formation est bien plus compliqué que ça. Pour recevoir une initiation ou une formation, 2 possibilités s'offrent à vous, et malheureusement, c'est pas vraiment vous qui pourrez choisir, ça dépend de la pratique. En premier, vous pouvez vous tourner vers quelque chose de vanille mais qui s'approche de votre pratique. Par exemple, si vous êtes intéressé par ce qu'on appelle le fight play, la lutte érotique, prenez des cours de self-défense ou d'un art martial de votre choix en posant plein de questions sur comment ne pas blesser votre partenaire d'entraînement. Pour vous donner un exemple concret assez similaire, j'ai pu discuter avec quelqu'un de passionné par la strangulation qui est typiquement une pratique risk-aware avec de très gros risques qu'on ignore presque tous. Eh bien, pour sécuriser au mieux sa pratique, cette personne est allée voir un prof de Krav Maga, sport de combat où il y a beaucoup d'attaques à la gorge, et a demandé à son prof de lui apprendre comment vraiment bien faire de la strangulation sans trop risquer d'aller en tôle pour homicide involontaire. Un autre exemple qui lui peut être utile à toute pratique, les formations au sauvetage et à la sûreté biosanitaire. Là en plus, vous pourrez peut-être même utiliser votre CPF et c'est utile partout. Mais donc ça, c'est la première option, qui vous permettra d'avoir des cours de personnes certifiées dans leur domaine, mais c'est une option qui n'ira pas à toutes les pratiques, loin de là, et qui en plus ne pourra pas couvrir toutes les nuances. La deuxième option, que je vous conseille donc de faire même si vous avez pu faire la première, c'est de vous rapprocher de votre communauté kinky locale, par exemple des munch. Que ce soit clair, les kinky n'ont pas la science infuse, c'est pas parce que vous demandez à quelqu'un qu'il saura vous aider. Mais en demandant à des personnes qui connaissent vraiment bien la communauté, des organisateurs ou des leaders de groupe par exemple, ces personnes, même si elles ne savent pas comment vous aider, auront de grandes chances de savoir qui pourra vous aider, et donc pourront vous orienter vers ces personnes-là. Les personnes seront bien souvent plus aptes à vous aider si vous les rencontrez, car elles pourront naturellement vous questionner et cerner avec précision les nuances de vos besoins. Mais vous pouvez totalement faire des demandes via internet. FetLife est un excellent moyen de trouver ce genre de renseignements. Bon, après il faut garder votre esprit critique, rester un peu méfiant, il y a des conneries comme partout ailleurs. Mais quel que soit votre kink, vous devriez pouvoir trouver un ou plusieurs groupes qui parlent directement de ce kink, et vous pourrez donc en consulter les membres, de la même manière que vous trouverez aussi des groupes régionaux pour interroger votre communauté locale sur la pratique de ces kinks dans la région. Il y a toujours évidemment la possibilité que vous n'ayez pas de chance ou qu'on n'ait pas envie de vous répondre, mais ces personnes devraient normalement être à même de soit vous renseigner directement sur la pratique, soit vous conseiller quelqu'un qui pourra le faire. Bref, renseignez-vous, assurez-vous d'être conscient de tous les risques que vous prenez et que vous faites prendre à vos partenaires, et kinkez-vous avec prudence. Voilà, c'est la fin de ce Kinkidex. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes du genre en me rejoignant sur les réseaux sociaux et en venant me contacter. Normalement, mes MP sont ouverts. On se retrouve donc à la prochaine décade pour encore plus de décadence avec un nouvel épisode, et en attendant, kinkez-vous bien. Et la réponse à l'interro surprise, c'est que si Marco a envie de pisser, on le jette dans le jardin ou la baignoire, comme ça on le laisse se pisser dessus avant de nettoyer ça à grande eau, que ce soit à la douche ou au tuyau. Il avait qu'à mieux gérer sa vessie, hein. Et les cordes synthétiques, ça se nettoie, il faut juste le faire à moins de 30 degrés. Mais surtout, la leçon à retenir, c'est que c'est une très mauvaise idée d'attacher avec une corde synthétique. On s'en sert que pour du water bandage, sinon c'est de la merde. Voilà. Bisous fessés!